Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono, Babila Keita, Félix Milimouno, Sénateur Diallo, Kabz, Bangali Yansané, Alphonse Marat. C'est Espace Expression sur Radio Espace. Une telle décision, est-ce que c'était prévisible? Et aujourd'hui, quelles sont les implications avec cette décision que vient de prendre le ministre en demandant l'arrêt? C'est vrai que rien n'est perdu, les négociations vont se poursuivre, mais là, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure des méthodes ou tout simplement l'État aussi est dans son rôle de se couvrir? Bien avant de répondre à cette question, Djiba, je voudrais recadrer un peu, faire un recadrage par rapport à la communication du ministre hier sur les antennes de la RTG. Lorsqu'il dit que le président de la transition a fait allusion au régime antérieur, notamment Sékou Touré, à Conté, Dadis, Sekouba, et que les mines ont été préservées sous ces régimes, et que c'est sous Alpha Condé que les mines guinéennes avaient commencé à être bradées. Et là, je pense, pour une fois, il faut qu'on cesse de se comporter ainsi quand on prend la parole en tant qu'homme d'État. C'est lui. Tout le monde, peut-être à mon sens, peut critiquer la gestion d'Alpha, sauf l'actuel ministre des Mines, parce qu'à l'époque, il était directeur de la SAG et c'est l'un des promoteurs aussi également du troisième mandat. Il s'est associé à la campagne et ça, on le sait. Oui. Et donc, au-delà de cela, la vente de Ruissal Frigia, est-ce que c'était sous Alpha Condé? Non. La vente de Simandou à BSGR, de Benis Stemens, ça c'était sous Alpha Condé? Non. Également, les permis miniers qui étaient octroyés à des individus comme des cacahuètes. Il faut rappeler quand même, il y a 8000 permis miniers qui ont été retirés. Qui ont été retirés. Ça, c'était sous Alpha Condé? Non. Il faut qu'on arrête un peu de jeter l'opprobre sur ceux qui ont le jeté. peuple comme des dupes. Ça, il faut que cela s'arrête. Alors, je voudrais revenir sur quoi cette bataille est en train d'être menée aujourd'hui pour soi-disant défendre cette volonté, cette soi-disant volonté de défendre l'intérêt de la Guinée. Moi, je me dis que tout cela est sorti de l'acquis qu'on a obtenu sous Alpha Condé, qu'on appelle le code minier guinéen. C'est ce code minier guinéen qui a octroyé ce droit de posséder de 15% dans les exploitations minières. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier, les 15% étaient accordés que sur d'autres produits, d'autres ressources, tels que l'or, le diamant et autres, mais que ce soit appliqué sur la bauxite et le fer. C'est le nouveau code minier que Alpha Condé a élaboré qui a consacré cela. Au-delà de tout cela, Djiba Milimono, c'est la vérité qu'on ne dit pas au peuple. La vérité qu'on ne dit pas au peuple. Je pense bien, cette transition, le gisement de Simandou, est-ce que vraiment la transition guinéenne dispose de délais pour l'exploitation de ces gisements comme ils prétendent le faire croire aujourd'hui à l'opinion nationale? Puisque dans l'accord cadre, les travaux sur le chemin de fer, le port en eau, doivent finir en 2024. Un investissement de plus de 10 milliards de francs guinéens dans la construction. La première production doit démarrer en 2025. Mais qui peut croire à cela, Djiba? Mais c'est impensable. 10 milliards de dollars seulement dans la construction du chemin de fer, que cela soit réalisé d'ici la fin de 2024, sur plus de 600 km. Mais c'est impensable cela. Et qu'on dise, d'abord, le droit par rapport justement, parce que ce soit des ressources renouvelables ou non, les 15% c'est par rapport à la propriété des terres. Oui. Et les deux partenaires, vous obligez deux concurrents à se mettre ensemble. En 2016, Rio Tinto avait mis ces deux blocs sur le marché. Il n'y a pas eu de preneur. Et pourquoi il n'y a pas eu de preneur? Parce que tout simplement,
les gens ont à l'esprit ce qui s'est passé avec BACGR. Le contentieux là, où ça nous a amené, ça a coûté combien à l'État guinéen? Je pense que nous sommes en train de venir vers le même scénario si l'État guinéen ne prend pas garde. Je ne suis pas surpris. Moi, je ne pense pas, en tout cas avec l'actuel ministre, celui qui n'a pas pu produire un résultat à la tête de la SAG, ce n'est pas à la tête du ministère des Mines et de la Géologie qu'il faut s'attendre à du miracle venant de ce dernier. Je ne le crois pas, c'est impossible. Alors, au-delà de tout cela, Guiba, les 15%, Rio Tinto Simfer et Winning Consortium, ce sont deux concurrents. On les a obligés, c'est comme si vous obligez deux personnes à se marier à un homme pour lequel elles n'ont pas le même amour. Ça, c'est d'abord une difficulté. Les deux ont accepté, sous contrainte, peut-être contre leur gré, je ne sais pas. Alors, ils l'ont fait. Et les 15% par rapport à la terre, ils ont accepté cela. Et l'État demande également à posséder 15 autres pourcents dans les infrastructures. Ça, c'est un exploit qu'on peut saluer si toutefois les partenaires s'engagent à respecter cela. Je pense bien que c'est un acquis. Ça fait déjà 30% pour l'État guinéen. Sans aucun investissement, il faut le rappeler. C'est-à-dire, l'État guinéen va disposer de 30% dans l'exploitation du gisement de fer de Simandou sans avoir investi un franc dedans. Et au-delà de cela, qu'on dise que les infrastructures qui vont être réalisées, que la gestion va être confiée à l'État guinéen. Quel État? Une période transitoire, c'est-à-dire pendant la transition, qu'ils prennent la garantie dans un régime militaire, sous un régime militaire qui a en tout cas un délai limité dans le temps. Oui. Je pense bien que c'est une manière de se mettre la corde au cou et après, ils ne vont pas pouvoir honorer cela. On a écouté des spécialistes sur la question. On dit à l'heure actuelle, n'importe quel partenaire qui prend la garantie de commencer l'exploitation de ces gisements immédiatement, ce serait que du vent. Ce serait que du vent. Ce n'est pas possible parce que cette distance par rapport, n'est-ce pas, au transport des minerais sur 670 km, c'est toute une corvée, c'est une difficulté énorme. Ça demande un investissement colossal. Par contre, il y avait l'autre alternative. Permettre que le gisement soit exploité et que le transport se fasse par le Libéria voisin. Parce qu'il ne faut pas oublier le Simandou, il y a un côté qui appartient au Libéria. Et ils sont déjà au terme de l'exploitation de leur gisement. Alors, les infrastructures sont là, toutes les installations sont disponibles. Donc, il fallait orienter le transport par là-bas et ça allait amoindrir le coût d'investissement. Mais peut-être l'autre avantage aussi, c'est si nous le faisons avec les 670 km, puisque n'oubliez pas que dans l'accord 4, le chemin de fer qui va être réalisé, il est multi-utilisateur et multi-service. Ça veut dire qu'au-delà même, du minerai de fer, c'est que les personnes, les marchandises, on peut circuler sur le chemin de fer parce que ça c'est un avantage quand même pour le pays, les 670 km. Si l'État est arrivé quand même à arracher cela avec les partenaires, ça il faut saluer. Maintenant le problème c'est... Attention, ça ce n'est pas venu seulement que dans cet accord cadre. L'accord qui existait, la convention de base, la convention de base avec sous Alpha Condé, sous Alpha Condé avec Winning. Ça tenait compte de cela. C'est-à-dire que c'était un chemin de fer multifonctionnel. Même si on dit aujourd'hui que ce n'était pas le cas, que ce sont eux qui ont obtenu cela. Mais c'est loin de la réalité. Il faut aller lire, il faut lire la convention de base. Il était dûment mentionné que le chemin de fer qui va être construit sera multifonctionnel, multi-utilisateur. Alpha Condé le disait dans ses discours ici. Ça ne fait pas encore, c'est pas de l'époque médiévale que nous allons oublier cela. C'est tout récemment. Et l'autre réalité, par exemple, les 35 ans dont on parle après la construction, les 35 ans, on dit que ces entités construisent le chemin de fer et qu'elles mettent cela à la disposition de l'État guinéen pour le gérer. On a le train Conakry Express. Que ces gens-là prennent de l'argent avec des banques pour venir investir des milliards de dollars et que la gestion soit confiée à l'État guinéen dont on connaît les agissements. Le train Conakry Express, où nous en sommes avec? Est-ce que l'État dispose des moyens financiers, techniques, la capacité technique réelle est là pour s'occuper ou pour assurer la gestion de ce chemin de fer?
Quand même, il ne faut pas vouloir... Alors, on veut gagner gros, oui. On veut vraiment que nos mines profitent à notre pays, mais il ne faut pas perdre la raison. Et aujourd'hui, la raison c'est quoi? Ceux qui détiennent l'argent, on dit que l'argent c'est la clé du monde. Ceux qui détiennent l'argent pour valoriser nos mines, ce sont ces entités-là. Vaut mieux s'entendre avec eux que d'être à couteau tiré avec eux. Et quand le ministre dit qu'il y a des entités qui sont à la porte, je vous dis, Guiba, je mets ma main, je donne ma main à couper. Vous allez retenir cela. Aucune entité sérieuse, si toutefois l'État parvient à arracher, n'est-ce pas, ce projet entre les mains de Rio Tinto Simfer et qu'on essaie ou de winning, parce que j'ai l'impression qu'on va mettre winning à la porte dans cette histoire. Mais attendons de voir l'évolution des choses. Pour le dire, oui, pour l'instant, mais j'ai l'impression. Alors il faut rappeler une chose rapidement. Ce que je voudrais dire. Vous n'avez pas les moyens, vous êtes obligé, la clé du monde, c'est l'argent. Ceux qui détiennent l'argent, il faut aller à leur rythme, s'entendre avec eux pour vraiment sortir un accord qui puisse être bénéfique pour tout le monde, que d'être à couteau tiré avec eux. Parce que si eux, ils partent, avec ce qui s'est passé pour Bénin, le pays va encore passer des années, des dizaines d'années sans avoir un partenaire sérieux pour l'exploitation de ces blocs. Il faut rappeler que le point 2 de l'accord cadre dit, selon les conventions de base de Rio Tinto de Winning Consortium Simandou, le chemin de fer et le port de Morbaya ne reviennent à l'État guinéen qu'après 35 ans d'utilisation. L'accord cadre qui vient d'être signé permet à la Guinée de disposer de ces infrastructures dès la fin de leur construction. L'État n'assurera la gestion durant toute la vie des mines. Le chemin de fer n'était prévu que pour le transport du minerai dans les conventions de base des deux sociétés minières. L'accord cadre fait du chemin de fer des infrastructures ferroviaires multiservices et multi-utilisateurs. Alors c'est ce qui est dit dans cet accord cadre, même si de l'autre côté, d'aucuns disent c'était déjà reconnu en amont dans la convention de base. Félix, avec vous, quelle est votre grille de lecture? Parce qu'aujourd'hui, on parle quand même de développement et Simandou joue quand même un rôle dans aujourd'hui l'expansion de l'économie guinéenne, surtout en termes de croissance, puisque en termes de croissance, c'est l'emploi que ça peut générer, c'est la production qui est là, et puis l'externalité sur son environnement direct, et tout cela, c'est au bénéfice du pays. Mais pour l'instant, les partenaires et l'État ont du mal à s'accorder sur les 15% concernant la rentrée gratuite du pays sur les infrastructures. Alors, Djiba, on est d'accord que pour le moment, je crois que... Avec le micro, est-ce que vous pouvez... Vous allez étudier ça. Voilà, allez-y. On est donc d'accord que pour le moment, c'est le plus grand gisement de fer. Donc ça se comprend déjà, ces discours, ça se comprend déjà, cette question de trouver solution par rapport à cet accord cadre. Mais moi, dès que j'ai lu l'accord, je me suis posé la question, qui sont ceux qui étaient les représentants des deux sociétés, à dire Rio Tinto et Winning Consortium. Parce que quand vous lisez, vous vous posez la question, est-ce que les deux sociétés, eux, ont défendu même leur intérêt dedans? Vous posez la question. Ça, c'est une première observation. La deuxième observation, vous venez de lire l'accord 2 et 3. Comme Babila le disait, est-ce que la Guinée dispose véritablement de moins? Parce que dans l'accord 2, il est dit que et le chemin de fer et le port revient à la Guinée. C'est-à-dire c'est la Guinée qui va gérer. Est-ce que la Guinée dispose d'assez de moins pour l'entretien? Quand on sait qu'avec même les petits bâtiments que nous avons en Guinée ici, allez-y dans ces bâtiments-là, on a du mal à entretenir. Est-ce que la Guinée dispose assez de moyens? Est-ce que la Guinée dispose assez de ressources pour pouvoir entretenir cela? Et parce que l'entreprise va utiliser, bien que les Guinéens aussi vont utiliser, mais l'entreprise aussi va utiliser. Donc si ces infrastructures ne sont pas rénovées, si elles sont vétustes, c'est l'entreprise aussi qui prend coup. Quand même, peut-être que le problème de rénovation ne va pas se poser, parce que l'entreprise aussi a intérêt à ce que le chemin de fer soit quand même dans de bonnes conditions pour pouvoir acheminer son fer. Oui, mais si c'est la Guinée qui gère. Mais peut-être que le problème peut être au niveau des banques qui accompagnent ces entreprises. C'est justement ça le problème. Pour dire que le gestionnaire qui rentre dans les actions a une participation gratuite et non diluable, et c'est lui-même qui gère l'argent que nous mettons à vos dispositions, sachant que quand même c'est un régime transitoire. Peut-être les questions peuvent subsister à ce niveau. Il y a plusieurs questions à soulever. Moi, ce que je veux dire, c'est bon, on peut vraiment défendre l'intérêt guinéen. C'est très important. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Est-ce que c'est faisable? L'accord. C'est la question qu'il faut se poser. Si c'est faisable, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais déjà,
que les entreprises, après avoir signé l'accord, se rendent compte, parce que comme tu étais en train de le dire, il y a des investisseurs, il y a des banques qui vont investir. Mais avec cet accord-là, je ne crois pas qu'une banque puisse investir dedans. Parce qu'il ne voit pas vraiment, non seulement son intérêt protégé, mais également des gains. Parce que comme Babila le disait, on a près de 30% qui revient à l'État guinéen sans avoir investi même un franc dedans. Vous imaginez ? Aujourd'hui, dans un monde où il y a des accords où chaque partie finance. Et donc, c'est vrai, c'est bon de dire que oui, nous avons trouvé un accord. Et peut-être la dernière chose que moi je veux dire, j'ai l'impression que l'État guinéen veut aller beaucoup plus avec cette affaire de Simandou. C'est-à-dire, le CNR veut aller beaucoup plus avec cette affaire de Simandou. Mais si on part comme ça, on risque de perdre. Et ça devient très grave. Et voilà, et nous avons notre invité en ligne, Amadou Ba, directeur exécutif de Action 1000 et membre du conseil d'administration de ITIE Guinée. Amadou, bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour Diba, bonjour aux collègues. Et voilà, et vous avez suivi aussi cette actualité. Le ministre des Mines, qui à travers une note a demandé l'arrêt des activités dans le cadre du projet Simandou. Il s'agit de Rio Tinto Sinfer, Winnie Simandou, Winnie Consortium Simandou. Et vous, en tant que spécialiste, d'abord, quelle est votre grille de lecture d'une telle décision et qu'est-ce qui peut justifier cette sortie de l'État et quelles sont les implications pour le pays si on n'arrivait pas à trouver une solution? Voilà, merci. Je pense que cette deuxième interdiction vient jeter un peu le doute dans la tête de beaucoup d'observateurs de l'évolution du projet Simandou, qui a connu beaucoup de bisbilles depuis 1996. Et je pense que l'État a la volonté de défendre l'intérêt de la Guinée et surtout de préserver ce jugement pour que les revenus, ou en tout cas les retombées de cette exploitation soient au bénéfice de la Guinée. Il y a cette volonté exprimée, mais cette volonté exprimée se heurte aujourd'hui à une réalité socio-économique qui parfois ne converge pas avec cette volonté. Il y a par exemple la création d'une société de cogestion. Je pense qu'il y a des paramètres techniques sur lesquels il y a de la réticence au niveau des entreprises. Si vous prenez par exemple la participation gratuite de 15% de l'État dans les infrastructures, c'est quelque chose qui avait été déjà expérimenté, pas en tout cas une participation gratuite, mais la participation de l'État avait été expérimentée avec AIOG à l'époque, où l'État guinéen s'était arrogé de 51% de la part des infrastructures. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que l'État guinéen n'avait pas le gabarit nécessaire pour pouvoir lever les fonds pour la réalisation des infrastructures. Et si cette même volonté revient avec une autre forme, c'est-à-dire avec l'idée d'imposer le paternalisme de l'État, c'est-à-dire exprimer le droit patrimonial sur les ressources, je pense qu'on est en train certainement de vouloir exprimer une volonté, mais qui ne peut pas en fait se réaliser comme on le veut. Il va falloir négocier des paramètres techniques, sinon on ne peut pas accepter qu'en au sein d'une entreprise, que l'État ait cette participation et que les dividendes soient partagés entre les entreprises qui ont levé les fonds, qui ont couru tous les risques, qui ont réalisé et qui doivent entretenir les infrastructures avec l'État. Donc je pense que si tel doit être le cas, il va falloir négocier des exonérations, que l'État ferme les yeux sur certains revenus ou certains avantages en tout cas accordés aux entreprises. Donc c'est là où il y aura de la négociation. Cette interdiction viendra, à mon avis, pousser les entreprises à peut-être réfléchir à un autre schéma qu'elles vont proposer à l'État, ou que l'État lui-même, dans sa modélisation financière, puisse proposer un autre schéma. Ah, d'accord. Est-ce que pour vous, c'est un coup de pression de la part de l'État pour amener ces entreprises à revoir un peu
leur position sur les bénéfices. Comme vous l'avez dit, on peut faire peut-être une conciliation à certains niveaux pour que ces entreprises aussi puissent rentrer dans cette formule que l'État veut défendre. Oui, c'est une pression. Vous savez que l'État a les moyens de mettre la pression sur les entreprises. Mais en retour, il faut savoir aussi que les entreprises ayant déjà signé des conventions avec l'État ont des moyens juridiques de pression sur les entreprises. Parce que dans la plupart des conventions, il est défini le CIRDI plutôt, le Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements miniers, est désigné comme étant la juridiction qui est compétente en matière, en tout cas qui est capable de connaître, disons, des litiges entre l'État guinéen et les investisseurs. Et au-delà, ça ne donne pas une bonne image à la Guinée à chaque fois qu'un projet commence à amorcer, disons, son développement, qu'il y ait une situation exceptionnelle qui vienne bouleverser le cours des événements. Et ça va augmenter le risque pays au niveau des banques, au niveau des fonds d'investissement, au niveau même des agences d'assurance des fonds. Parce que les fonds qui viennent, par exemple, en Guinée sont assurés et c'est des fonds qui sont considérés comme étant des fonds à risque. Parce que le risque pays est élevé, c'est un pays politiquement instable, un pays avec une économie très fragile, un pays avec des institutions fragiles. Donc, si nous continuons à aller comme ça, le risque pays va être encore plus important. Et plus le risque est important, plus on aura du mal à mobiliser des fonds en direction de la Guinée. Il faut dès maintenant qu'on se décide sur la trajectoire que nous voulons avoir sur le Simandou, engager des négociations, des discussions techniques. L'État déjà doit c'est dit qu'il va engager un cabinet oui. et un ingénieur conseil pour l'aider à mieux comprendre ce paramètre. Parce que là, c'est d'une complexité extraordinaire dans la mesure où il y a un investissement gigantesque avec deux géants. Vous avez Rio Tinto, vous avez Winning Consortium Simandou, et c'est deux entreprises qui ont des valeurs entrepreneuriales opposées, des valeurs entrepreneuriales très différentes. Et au-delà, vous avez une conjoncture internationale qui est marquée par un tiraillement géopolitique à l'international. Et ce tiraillement géopolitique a des répercussions aujourd'hui en Guinée dans le cadre de ce projet Simandou. Ah, d'accord, Babila, dernière question. Au-delà du risque quant à l'atteinte de la crédibilité ou de l'intégrité de notre pays dans cet accord, est-ce qu'il n'y a pas un risque par rapport, n'est-ce pas, à un contentieux judiciaire comme ce qu'on a vécu avec Béni? Le risque est là, dans la mesure où l'État a des conventions signées avec ces différentes entreprises. Et je pense que on doit éviter cette éventualité pour ne pas que le pays ait ce cachet, c'est-à-dire de pays qui pratiquement ne peut pas garantir les investissements. Et cela aussi ne donne pas, disons, un boulevard aux entreprises de couillonner le pays. À mon avis, l'État guinéen doit être réaliste dans la mesure où aujourd'hui nous sommes dans une précarité infrastructurelle qui ne dit pas son nom, avec un investissement colossal de l'ordre de 15 milliards, d'ailleurs d'évaluer à 12 milliards, selon en tout cas le comité technique qui a travaillé dessus, je ne sais pas sur quelle base. À ce niveau, il faut comprendre que l'énormité de l'investissement appelle à beaucoup d'intelligence, appelle à beaucoup de magnanimité au niveau de l'État pour qu'on puisse ménager non seulement l'investissement, l'attractivité de la Guinée en termes d'investissement et en fait la préservation des intérêts de la Guinée à plusieurs endroits. L'État a plusieurs façons de pouvoir percevoir des revenus au niveau des investissements. Il suffit juste de faire travailler son intelligence et de savoir s'y prendre.
c'est-à-dire pour pouvoir mettre la main sur les entreprises et permettre à ces entreprises aussi de fructifier, parce qu'ils ne sont pas aussi des bons samaritains. Ils ne sont pas venus en Guinée parce qu'ils aiment la Guinée, ils sont venus en Guinée parce qu'il y a une opportunité d'affaires. Cette opportunité d'affaires doit être, disons, une opportunité à partager avec l'État, avec les communautés, mais aussi avec l'entreprise, dont les investisseurs, dont les actionnaires attendent des dividendes à la fin de l'année. D'accord. Voilà, dernière question rapidement, puisqu'on a d'autres invités qui nous attendent. Allez-y, Caps. Voilà, alors moi, ma première question pour vous, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que la collaboration entre ces deux sociétés, Winning Consortium et Rio Tinto Simfer, est-ce que la collaboration est possible entre ces deux entreprises-là? La deuxième question, c'est de savoir aujourd'hui, quand on regarde les différentes participations de la Guinée, au-delà de la participation gratuite à hauteur de 15% de la Guinée, mais aussi de tout ce qui est... L'obtention de 15% dans les infrastructures. Voilà, l'obtention de 15% et tout. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de tous ces aspects techniques, il n'y aurait pas un autre facteur, peut-être qui n'est pas dit, qui est lié au régime de transition? La première question, tout dépendra de la stratégie que l'État guinéen va mettre. C'est l'État guinéen qui est le détenteur du droit patrimonial sur nos ressources. C'est l'État guinéen qui est le pays hôte, c'est-à-dire c'est le pays hôte des investissements. C'est l'État guinéen qui a un cadre légal et institutionnel mis en place, sorti, en tout cas dans le cadre de la gouvernance du secteur minier. Donc c'est à cet État guinéen de créer, disons, les conditions de collaboration entre ces deux entreprises. C'est pas parce que ces deux entreprises sont concurrentes sur le marché international que ces entreprises ne peuvent pas travailler ensemble en Guinée sur un certain nombre de facteurs. Et d'ailleurs, le facteur principal, c'est la mutualisation des infrastructures. Cette mutualisation, c'est le seul aspect où il y a en tout cas convergence des deux entreprises. C'est l'État qui doit faire de sorte que cette mutualisation se réalise dans de très bonnes conditions. Et d'ailleurs, l'État avait eu à mettre en place des outils en amont. Il y a une étude, par exemple, du cabinet Nodalis qui avait été réalisée, qui avait identifié 3 corridors de développement des infrastructures minières, le corridor sud, le corridor central et le corridor nord-ouest. Et à cela, il y a le schéma directeur d'aménagement des infrastructures minières. Donc tout ceci, c'est l'État qui doit en principe mettre tous les acteurs dans un même panier pour donner un rôle à chacun, pour qu'il y ait en fait cette complicité positive allant dans le sens de booster les investissements au profit de la Guinée. Voilà. Et l'autre question, est-ce qu'il n'y a pas de beaucoup en fait qui serait derrière cela? Il n'est pas exclu. Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent appelle à toutes les stratégies. Et qui parle du secteur minier, il parle du jeu, de l'enjeu et du grand jeu. Et le grand jeu, le plus souvent, le citoyen lambda ne voit pas ce grand jeu parce que c'est un jeu d'intérêt géopolitique au niveau international qui se joue. Là, je peux dire que, en fait, les indices sont là. Les indices sont perceptibles pour ceux qui savent lire entre les lignes. Voilà. Merci beaucoup, Amadou Ba. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif d'Action Mine Guinée, membre du conseil d'administration de ITIE. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Guiba. Voilà, merci beaucoup. Et on l'a écouté, Yansané, cette réaction du consultant Amadou, et qui d'ailleurs revient un peu sur cette... le co-investissement et co-gestion entre Winning et Rio Tinto Simfer, mais également les 15%, ils pensent qu'on peut trouver une autre approche pour éviter quand même qu'on soit à un blocus autour de cette rentrée gratuite de la Guinée. Oui, moi je pense que beaucoup a été dit autour de cette problématique, autour de cette table.
Et j'ai écouté avec beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus d'attention notre invité. Et j'ai vraiment souligné un passage là où il dit que l'État doit faire de sorte que ces deux sociétés puissent se comprendre parce que d'un cas ou de l'autre, il s'agit des intérêts du pays. Voilà, l'État a des intérêts à défendre dans cette situation et les différentes sociétés également ont des intérêts à défendre. Donc moi je me dis que tout est parti de la signature de ce contrat. Et Caps l'a dit dans son intervention tout à l'heure que le ministre Magasuba a fait comprendre que il avait l'impression que ça n'allait pas marcher en signant le contrat. Moi je me dis que vous êtes convaincu des faiblesses, d'un certain nombre de faiblesses dans la signature d'un contrat ou bien d'un certain nombre de faiblesses de la part de votre collaborateur et puis vous acceptez de signer le contrat. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau. Alors, ce que je demande à l'État, c'est de prendre l'affaire très au sérieux, être responsable, essayer de faire une réflexion approfondie, essayer d'être responsable par rapport à ces différentes questions à étudier, parce que de toutes les façons, c'est la Guinée qui est en jeu, c'est l'intérêt économique de la Guinée qui est en jeu. Alors, il faut faire de sorte que le pays puisse sortir heureux de cette situation. Il s'agit des mines, et cette affaire de mines ne commence pas d'aujourd'hui, ne date pas d'aujourd'hui. Et on a évoqué le régime Alpha Condé, par exemple, avec le code minier, et il faut remonter également du régime de Lansana Conté. Mais nous avons vu que la Guinée, Dieu a doté la Guinée d'un certain nombre de richesses dans le cadre de miniers, mais jusqu'à présent, la population guinéenne ou l'économie guinéenne reste toujours parmi les plus dérisoires de la sous-région, voire même du continent africain, alors que la bauxite de la République de Guinée se trouve parmi les meilleures qualités du monde. Alors pourquoi l'État ne puisse pas être vraiment responsable, l'État ne puisse pas prendre sa responsabilité afin d'étudier la situation de façon très approfondie pour que les choses soient situées, les responsabilités soient situées afin que le pays puisse maintenant sortir la tête de l'eau. C'est vraiment important pour la Guinée, c'est important pour le peuple de Guinée. Et la Guinée ne mérite pas vraiment ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Les Guinéens ne méritent pas la situation qu'on est en train de traverser aujourd'hui sur cette question minière. Je pense que c'est important, c'est le bon moment pour le ministre, c'est le bon moment pour la transition de régler ce problème afin que après la transition, le gouvernement qui viendra, les autorités qui viendront ne se retrouvent pas dans les mêmes problèmes. La Guinée a vraiment duré dans cette situation, c'est le moment de finir avec ça maintenant. Et moi je pense que les deuxièmes 15% peuvent être ou bien pourraient être revus à la baisse pour ne pas, parce que de toutes les façons il s'agit du plus grand jugement. Voilà, c'est le plus grand projet étudié à date dans le monde entier sur le fer. Oui. Alors, à partir de ce moment-là, et surtout, c'est la Guinée qui est concernée. Je pense que c'est important. C'est un aspect qu'il ne faut pas vraiment négliger. Dans ce sens-là, l'État guinéen doit tout faire pour ne pas que ce projet-là tombe dans l'eau. Parce que là, ça ne va pas être quelque chose qui est beaucoup plus important, quelque chose d'important. Pour la Guinée, l'État doit tout faire pour que ce projet puisse aboutir, pour que les différentes parties puissent revenir sur la table de négociation. Sur la table de négociation pour essayer de trouver la solution définitive. Et voilà, vous l'avez compris, c'était tout sur ce sujet, sur Simandou. Espérons que les négociations vont se poursuivre au bénéfice de la Guinée, mais aussi de ses partenaires. Un projet, le plus grand projet à date étudié dans le monde entier en parlant de fer. Et Simandou, c'est un véritable patrimoine pour la Guinée. Le développement aussi passe par la route et ce chemin de fer va jouer un rôle primordial dans le désengorgement, mais aussi dans l'économie guinéenne, puisque la production, en majeure partie, se trouve à l'intérieur du pays. Nous partons du côté du Ghana où nous attend Serge Daniel, correspondant de Radio France Internationale. Nous parlons de CEDEAO. Serge, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour à vous, et je ne parle pas en tant que journaliste de Radio France Internationale, mais en tant que journaliste écrivain. Écrivain, voilà. Merci pour la précision. Alors Serge, on a tous suivi ce sommet de la CEDEAO avec de fortes actions. D'abord, on va parler des réformes qui ont été opérées au sein de l'institution. Il y a les commissaires qui passent de 15 à 7. Également, Oumarou Sissoko Embalo qui prend la tête de l'institution. Au niveau de la commission, du président de la commission de la CEDEAO, nous savons que Kassibro est parti du côté de la BCAO. Il y a un autre qui reprend sa place.
le Conseil de paix et de sécurité, qui est un poste stratégique de la CEDEAO, également est occupé par un nouveau visage. Dites-nous pourquoi de telles réformes. Est-ce que ceux qui dépensaient le plus ont compris qu'il fallait aller avec des réformes pour essayer d'économiser plus d'argent pour pouvoir atteindre plus d'objectifs? Ah oui, ça c'est très important ce que vous dites. Il y a, parmi ceux qui contribuent le plus, il y a le Nigeria et le Ghana. Ce qu'on a compris lors du sommet d'Accra, où je suis toujours à Accra, un consensus. Bon, désormais, vous savez, il y a 7 commissaires. 7 commissaires, mais il faut savoir une chose, c'est que il y a eu un blocage à un moment, notamment du Sénégal, qui voulait le poste de commissaire à la sécurité, à la médiation, à la politique. Le poste du Béninois BNZ. Donc ce qui s'est passé, c'est que finalement c'est le Ghana qui va obtenir ce poste, mais le prochain poste sera attribué plutôt au Sénégal. La prochaine fois, ce sera le Sénégal. Et c'est très important de parler de ça. Donc il y a eu des négociations de coulisses sur la réorganisation, donc désormais 7 commissaires. Le président de la commission de la CEDEAO, c'est le Gambien, comme vous le savez, Oumar Touré, qui est quelqu'un d'un diplomate, quelqu'un de posé, qui a d'expérience. La vice-présidente, ce sera une Togolaise, parce que le principe, c'est que quand il y a un homme, pour une question de parité, tout de suite, c'est une dame. Et c'est une Togolaise qui va être vice-présidente de la commission. Ça, c'est très important également. Voilà. Et peut-être, avant de marquer la pause, rapidement sur cette question, Oumaro Ambalo qui prend la tête de la CEDEAO, c'est vrai que beaucoup de chefs d'État avaient exprimé des réticences compte tenu de l'instabilité dans son pays. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a finalement pesé dans la balance pour que ça soit lui? C'est vrai qu'il était bien parti parce qu'il avait commencé à faire un lobby dans la sous-région et finalement, c'est lui qui prend la place. Alors c'est très important ce que vous dites parce qu'il faut savoir comment ça se passe. Ici à Accra, il y a eu 2 types de huis clos. Il y a eu un huis clos qu'on appelle 1+0, c'est-à-dire un huis clos intégral, uniquement les chefs d'État de la CEDEAO. Et puis il y a un huis clos 1+2, c'est-à-dire un huis clos, c'est-à-dire le président arrive avec 2 collaborateurs. Et il faut savoir que d'autres personnalités comme Anadif Anadif Saleh, qui est l'ancien patron de l'UNAMINISMA au Mali, mais qui est également désormais le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest et centrale, assiste à ce huis clos-là. Alors c'est quand même très important de le dire, et donc c'est par consensus que les décisions se prennent, et c'est par consensus que les décisions sont prises. Malo est désormais président en exercice de la CEDEAO, mais il faut savoir quand même qu'avant ça, il était question de proroger de 6 mois, 6 mois oui. Le président ghanéen, voilà, qui a fait du bon job, ce que vous voyez. Donc, ça a été un consensus également lors du huis clos intégral, c'est-à-dire le huis clos qu'on appelle 1+0, c'est-à-dire uniquement les chefs d'État de la CEDEAO. Voilà, on va marquer une courte pause. On va vous reprendre dans la seconde partie de cette émission. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un court instant pour parler surtout de CEDEAO, du dialogue politique. D'autres comme Célou Baldé de l'UFDG également va nous rejoindre. Il y a Dr Fahim Ilmono du Bloc libéral qui va prendre la parole chez nous. Et notre invité de parcours, c'est le professeur Makanera. Avec lui, nous parlons de la justice guinéenne, les dysfonctionnements et les solutions à apporter pour une sortie de crise en parlant bien évidemment de la transition. A tout de suite. Radio Espace, Espace Expression. Votre actualité vue avec des spécialistes maison. Djiba Milimono, Babila Keita, Félix Milimouno, Sénateur Diallo, Kabz, Bangali Yansané, Alphonse Marat. C'est Espace Expression sur Radio Espace.